Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C8. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Et en ce moment, nous sommes en plein voyage en compagnie de Jane Austen, ce célèbre auteur anglais qui nous berce grâce à son premier roman paru en 1811, Raison et Sentiment. Et oui, elle nous régale avec cette histoire romantique et dramatique qui cache, figurez-vous, de nombreuses scènes humoristiques. Et oui, car tout ne tourne pas autour de la romance des deux demoiselles d'Ashwood. Le texte se concentre aussi sur d'autres personnages secondaires, parmi lesquels la fameuse Madame Jennings. Et oui, cette brave femme dont nous allons faire très bientôt la connaissance dans notre lecture, qui a une curiosité maladive et qui nous amuse beaucoup. Vous allez le découvrir tout de suite. Alors, le thème central de ce roman, évidemment, ça reste la réflexion que Jane Austen développe au sujet de la raison et des sentiments, comme le montre le titre, évidemment. La raison, c'est Elinor, l'aînée des filles d'Ashwood. Contrairement à sa mère et à Marianne, Elinor, elle ne se laisse jamais emporter par ses sentiments ou ses instincts. C'est donc souvent elle qui prend les décisions importantes et qui rappelle à Marianne et à sa maman, elle les rappelle à l'ordre en fait. C'est un petit peu la maman de la famille. Marianne, elle représente les sentiments, elle représente la passion, la fougue, elle se laisse guider par cette passion pour analyser toute situation et puis elle désire vivre intensément chaque instant de son existence. Moi je me retrouve pas mal dans Marianne, hein, je vais vous l'avouer comme ça, puisqu'on est entre nous, voilà. Mais pourquoi pas, soyons fous, replongeons-nous dans cette petite lecture, ça vous dit? Si vous souhaitez partager avec nous vos impressions de lecture. Le petit hashtag que nous utilisons ici dans Voyage au bout de la nuit, c'est VBN. Voilà, donc vous pouvez les utiliser sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle lecture. Nous reprenons tout de suite notre lecture de Raison et Sentiment. Nous sommes au chapitre 6, page 31. C'est parti. La première partie du voyage eut lieu sous une impression trop mélancolique, pour ne pas être triste et ennuyeuse. Mais au fur et à mesure qu'elles avançaient vers le but, l'intérêt qu'elles prenaient à l'aspect d'une région qu'elles allaient habiter vint les réveiller de leur abattement, et la vue de Barton Valley, quand elles y arrivèrent, les mit de belle humeur. C'était un endroit plaisant, fertile, bien boisé et riche en pâturage. Après avoir fait quelques détours pendant un mile, elles arrivèrent chez elles. Le devant de la maison ne comportait qu'une petite cour plantée de gazon. Une petite porte, à l'aspect engageant, leur donna passage. Comme maison, Barton Cottage, quoique petit, était confortable et bien compris. Mais en tant que cottage, il laissait à désirer, car la construction était sans originalité. Le toit couvert de tuiles, les contrevents n'étaient pas peints en verre et les murs ne s'agrémentaient pas de chèvrefeuilles. Un passage étroit conduisait directement à travers la maison jusqu'au jardin situé derrière. De chaque côté de l'entrée se trouvait un salon de 16 pieds de large environ. L'office et l'escalier étaient derrière. 4 chambres et 2 greniers formaient le reste de l'immeuble. Il était de construction récente et en bon état. En comparaison de Norland, c'était en vérité pauvre et mesquin. Mais les pleurs que ce souvenir amena firent vite sécher. Ces dames furent réconfortées par la joie manifestée par les serviteurs à leur arrivée. Et chacun prit la résolution de paraître content pour faire plaisir aux autres. On était au commencement de septembre. La saison était belle. Et en faisant ainsi connaissance de la maison par beau temps, elles en prenaient une impression heureuse qui avait l'avantage de les disposer favorablement pour l'avenir. La situation de la maison était bonne. Par derrière, elle était entourée de hautes collines, toutes proches, les unes dénudées, les autres cultivées et boisées. Le village de Barton était presque entièrement construit sur une de ces collines,
où l'on apercevait des fenêtres du cottage. Sur le devant, la perspective était plus vaste. Elle commandait toute la vallée et la campagne au loin. Les collines qui dominaient le cottage formaient, dans cette direction, une borne à la vallée qui, sous un autre nom, avec un aspect différent, se prolongeait plus loin en se glissant entre les pentes les plus escarpées. En somme, Madame Dashwood fut satisfaite de la disposition et de l'ameublement de la maison. La façon dont elle avait eu l'habitude de vivre jusqu'ici rendait indispensable quelques améliorations sur ce dernier point. Mais ajouter et perfectionner était pour elle un délice. Et elle disposait pour le moment d'assez d'argent pour donner aux appartements le surcroît d'élégance qui leur manquait. En ce qui concerne la maison elle-même, disait-elle, elle est certainement trop petite pour nous, mais nous pouvons aisément nous en arranger pour le moment. Et l'année est trop avancée pour entreprendre des réparations. Peut-être au printemps, si j'en ai les moyens, et je crois que je les aurai, nous pourrons songer à bâtir. Ces 2 salons sont trop étroits pour recevoir les amis que j'espère souvent réunir. Et j'ai quelques envies de joindre le couloir avec l'un d'eux, et peut-être une partie de l'autre. Le reste formerait une entrée. De cette façon, avec un autre salon qu'on peut aisément ajouter, ainsi qu'une chambre et un grenier par-dessus, nous en ferions un charmant petit cottage. On pourrait désirer que l'escalier eût meilleur air. Mais il faut savoir sans borner ses ambitions. Quoique je suppose qu'il ne serait pas difficile de l'élargir. Nous jugerons au printemps de l'état de nos finances et nous déciderons alors des améliorations que nous pourrons faire. En attendant que tous ces embellissements puissent être payés grâce aux économies réalisées sur un revenu de 500 livres par une femme, qui n'avait jamais su de sa vie ce que c'était que d'économiser, les dames d'Ashwood furent assez raisonnables pour se contenter de la maison telle qu'elle était. Chacune se dépensait pour mettre en ordre ses propres affaires et s'efforçait, en arrangeant ses livres et les autres objets qui lui étaient personnels, de se constituer un petit domaine à soi. Le piano de Marianne fut emballé. Non, il fut déballé, parce que comme ils sont en train d'emménager, Célia, c'est logique. Donc c'est déballé, en fait. Excusez-moi. Il suffit juste que je lise, en fait, les mots qui sont écrits. On va faire ça? C'est une bonne idée. Allez, on reprend. Excusez-moi. Le piano de Marianne, donc, fut déballé et mis en bonne place. Et les œuvres d'Elinor furent suspendues au mur de leur salon. Ces dames furent interrompues dans leurs occupations le lendemain de leur arrivée, peu après le breakfast, par l'arrivée de leur propriétaire, venu leur souhaiter la bienvenue à Barton et mettre à leur disposition sa maison et son jardin pour tout ce qui pourrait momentanément leur manquer. Sir John Middleton était un homme d'environ 40 ans, de bonne apparence. Il avait jadis l'occasion de leur rendre visite à Stanhill. Mais il y avait trop longtemps pour que l'on puisse le reconnaître. Il avait tout à fait l'aspect d'un bon vivant, et ses façons étaient aussi amicales que le style de sa lettre. Leur arrivée paraissait lui apporter une réelle satisfaction, et il était visiblement préoccupé de leur bien-être. Il manifesta vivement son désir de vivre dans la plus grande intimité avec leur famille. Et il insista si cordialement pour qu'elles viennent dîner à Barton Park tous les jours, jusqu'à ce qu'elles aient eu le temps de s'installer chez elles, qu'il était impossible de se fâcher. Bien qu'il poussât vraiment ses insistances un petit peu trop loin. Son amabilité ne s'arrêtait pas aux paroles. 1 heure après son départ, un grand panier de légumes et de fruits arriva du parc et fut suivi dans la journée d'un présent de gibier. Il insista de plus pour se charger du soin d'envoyer leur courrier et de le retirer de la poste. Et elles ne purent lui refuser la satisfaction de leur communiquer son journal chaque jour. Lady Middleton l'avait chargé d'un mot aimable pour dire son intention de rendre visite à Madame Dashwood aussitôt qu'elle pourrait le faire sans la déranger. Il lui fut répondu par une invitation aussi polie et la connaissance se fit le jour suivant. Il va de soi qu'elles étaient trop impatientes de voir une personne dont leur bien-être à Barton pouvait dépendre dans une si large mesure. L'élégance de son aspect répondait à leurs vœux. Lady Middleton n'avait pas plus de 26 ans
ou 27 ans. Sa figure était agréable, sa taille grande et imposante, et ses manières pleines de grâce. Sa conversation avait toute la distinction qui manquait à son époux. Mais elle aurait gagné à lui emprunter un peu de sa cordialité et de sa chaleur. Et sa visite dura assez longtemps pour lui faire rabattre quelque chose de leur première admiration. Quoique fort bien élevée, elle se montra en effet réservée, froide et incapable de sortir des lieux communs de la conversation. L'entretien pourtant ne se languit pas, car Sir John était fort bavard et Lady Middleton avait eu la sage précaution d'amener son fils aîné, beau petit garçon de 6 ans, qui fournissait aux dames un sujet toujours opportun en cas de besoin, car il convenait de demander son nom et son âge, de s'extasier sur sa beauté, de lui poser 1000 questions auxquelles sa mère répondait pour lui, tandis qu'il se pendait à ses jupes et baissait la tête au grand étonnement de madame, qui ne pouvait comprendre qu'il fût si timide dans le monde alors qu'il faisait tant de tapage à la maison. Dans toute visite de cérémonie, on devrait toujours emmener un enfant pour fournir un sujet de conversation. Dans le cas présent, il fallut 10 bonnes minutes pour décider s'il ressemblait davantage à son père ou à sa mère. Et en quoi, car personne n'était du même avis, chacun s'étonnait de l'opinion des autres. Les Dashwood devaient bientôt avoir l'occasion de se discuter sur les autres enfants de leurs voisins, car Sir John ne voulut pas partir sans emporter l'assurance qu'elle acceptait de venir dîner au parc le jour suivant. Barton Park, 7e chapitre, excusez-moi. Barton Park était situé à environ un demi-mile du cottage. Ces dames avaient passé tout près en arrivant, mais de leur maison, une colline en cachait la vue. C'était une vaste et belle demeure. Les Middleton... Non, les Middleton. Je parle de Kate Middleton. Si, se remarquer, c'est ça, les Middleton. Pardon, j'ai eu une petite absence, là, comme ça, voilà. Les Middleton avaient le goût de l'hospitalité et de l'élégance. Il était bien rare que la maison n'hébergeât pas quelques amis. Ils recevaient certainement plus que n'importe quelle autre famille du voisinage. C'était indispensable à leur bonheur à tous deux. Car pour si dissemblables qu'ils fussent au moral comme au physique, ils se ressemblaient cependant profondément en ceci. En dehors des plaisirs de la société, le champ de leurs occupations et de leurs distractions était extraordinairement restreint. Sir John était un chasseur et Lady Middleton une mère. Lui poursuivait et tuait du gibier, elle choyait ses enfants. Et là, s'arrêtait leur talent. La supériorité de Lady Middleton venait de ce qu'elle pouvait gâter ses enfants en tout temps. Tandis que Sir John ne pouvait se livrer que la moitié de l'année à ses exercices favoris. De continuelles invitations chez eux et à l'extérieur suppléaient aux lacunes de leur nature et de leur éducation. Elles entretenaient la bonne humeur de Sir John et donnaient à sa femme l'occasion de faire montrer la délicatesse de ses manières. Lady Middleton se piquait d'élégance en ce qui concernait sa table et tous ses arrangements domestiques. Ainsi tirait-elle surtout de ces réunions un grand plaisir de vanité, tandis que la satisfaction qu'elle procurait à Sir John était de nature plus positive. Son bonheur était de réunir autour de lui toute la jeunesse que la maison pouvait contenir. Plus on faisait de bruit, plus il était content. C'était une bénédiction pour tous les jeunes gens du voisinage. En été, il organisait toujours des excursions pour manger du jambon glacé et du poulet froid sur l'herbe. En hiver, il donnait assez de balles pour satisfaire l'insatiable appétit de danse de toutes les jeunes personnes de 15 ans. L'arrivée dans le pays d'une nouvelle famille était toujours pour lui un sujet de joie.
Et tous les points de vue, il enchantait et à tout point de vue, il enchantait des hôtes qu'il venait d'installer dans son cottage à Barton. Les demoiselles Dashwood étaient jeunes, jolies et simples. C'était assez pour gagner son suffrage, car la simplicité était tout ce qu'il fallait pour rendre le caractère d'une jolie personne aussi séduisant que son physique. La cordialité de son caractère lui faisait éprouver un grand plaisir à aider des parents tombés dans l'infortune. En se dépensant ainsi en faveur de ses cousines, il trouvait à satisfaire ses bons sentiments. Et d'autre part, en installant dans son cottage une famille entièrement composée de femmes, il obéissait à ses tendances d'amateur de chasse. Car un tel homme, encore qu'il n'estime dans son sexe que ceux qui partagent sa passion, n'aiment pas encourager leur goût en les installant chez lui. Madame Dashwood et ses filles furent reçues à la porte de la maison par Sir John, qui leur souhaita la bienvenue à Barton Park, avec une réelle sincérité. Et tandis qu'il les conduisait au salon, il renouvela aux jeunes filles le regret qu'il leur avait exprimé la veille de n'avoir pas d'élégants jeunes gens à leur présenter. Elles ne rencontreraient, leur dit-il ce jour-là, en dehors de lui, qu'un seul gentleman, un ami intime à lui en résidence en ce moment à Park, mais qui n'était ni très jeune, ni très gai. Il les priait d'excuser ce manque de société. Elles pouvaient être assurées que pareille chose ne se reproduirait pas. Il était allé ce matin faire un tour dans plusieurs familles des environs pour tâcher d'augmenter le nombre des convives. Mais c'était l'époque des beaux clairs de lune, et chacun avait projeté une promenade. Par bonheur, la mère de Lady Middleton venait d'arriver à Barton, et comme c'était une personne plein d'entrain et fort agréable, il espérait que les jeunes filles trouveraient la réunion moins ennuyeuse qu'elles ne pouvaient le supposer. Celles-ci, ainsi que leur mère, furent enchantées de n'avoir à faire la connaissance que de deux personnes inconnues. Elles ne souhaitaient pas du tout une grande compagnie. La mère de Lady Middleton, Madame Jennings, était une grosse dame d'un certain âge, très bavarde, douée d'un excellent caractère et d'une humeur joyeuse. Elle donnait l'impression d'être très heureuse et un peu vulgaire. Sa conversation abondait en plaisanteries et en facéties. Et avant la fin du dîner, elle avait accumulé toutes sortes de mots d'esprit au sujet des amoureux et des maris. Elle espérait que ces demoiselles n'avaient pas laissé leur cœur derrière elle, dans le Sussex. Et s'exclamait en prétendant qu'elle les voyait rougir, que ce fût vrai ou non. Marianne en était gênée à cause de sa sœur et tournait sans cesse les yeux vers elle pour voir comment elle prenait ses allusions. En réalité, ces marques de solitude troublaient beaucoup plus Elinor que les railleries sans sel de Madame Jennings. Quant au colonel Brandon, par le peu que l'on pouvait voir de son caractère, il ne semblait pas du tout fait pour être l'ami de John. C'était aussi étonnant que de voir celui-ci marié à Lady Middleton et de savoir que la jeune femme était la fille de Madame Jennings. C'était un homme taciturne et grave. Son aspect, cependant, n'était pas sans déplaisant, bien que Marianne et Margaret ne soient tout de suite accordées pour voir en lui un célibataire endurci, parce qu'il avait plus de 35 ans. Si sa figure n'avait aucune beauté, il donnait l'impression d'un homme sensé et parfaitement bien élevé. Il n'y avait rien chez chacun des convives qui pût attirer particulièrement les Dashwood. Mais la fadeur insipide de Lady Middleton était si particulièrement écœurante que, par contraste, la gravité du colonel Brandon et même la bruyante gaieté de Sir John et de sa belle-mère prenaient une sorte d'attrait. Lady Middleton ne parut s'animer que lorsqu'on fit entrer à la fin du dîner ces 4 enfants qui se mirent à la tirailler en tous sens, déchirèrent sa robe et mirent fin à toute espèce de conversation dont il n'était pas le principal sujet. Au cours de la soirée, on découvrit que Marianne était musicienne et on l'invita à jouer. L'instrument fut ouvert, chacun se prépara à écouter. Marianne, qui chantait fort bien,
s'attaqua aux mélodies que Lady Middleton avait apportées pour la famille au moment de son mariage et qui peut-être n'avaient pas été exécutées depuis le jour où elle les avait posées sur le pianoforte. Car Madame avait célébré son entrée dans la vie conjugale en abandonnant complètement la musique, bien qu'au dire de sa mère, elle s'y montra fort habile et qu'elle prétendit elle-même en être tout à fait passionnée. L'exécution de Marianne fut vivement applaudie. L'approbation de Sir John fut bruyante, aussi bruyante que l'avait été sa conversation avec le reste de la société pendant que Marianne chantait. Lady Middleton le rappelait souvent à l'ordre. Elle veillait à ce que l'attention de chacun ne fût pas détournée de la musique. Mais c'est elle qui se donna le ridicule de demander à Marianne de chanter un certain air qu'elle venait justement de finir. Seul de la société, le colonel Brandon l'entendit sans paraître transporté. Son seul compliment fut d'écouter attentivement. Ainsi mérita-t-il aux yeux de Marianne le respect auquel les autres avaient vraiment perdu droit par leur manque de goût éhonté. Le plaisir qu'il prenait à entendre de la musique, bien qu'il ne montrât pas ce caractère éperdu qui était la marque de ses propres réactions, lui parut cependant digne d'éloge par contraste avec l'horrible insensibilité des autres. Et elle était assez raisonnable pour accorder que la finesse du sentiment et les premiers élans de l'enthousiasme pouvaient bien être un peu émoussés chez un homme de 35 ans. Elle était parfaitement disposée à concéder au colonel toute l'indulgence que l'humanité commandait en raison de son âge. Voilà, nous allons clôturer notre lecture pour notre émission de Voyage au bout de la nuit. Nous venons de finir le chapitre 7 de Raison et Sentiment. Ça sera une autre lectrice, une belle lectrice qui continuera la lecture de ce roman de Jane Austen, ou Jane Austen, comme vous voulez, à française, à l'anglaise. Moi, je vous retrouve pour une prochaine aventure littéraire, très, très vite, j'espère, sur C8. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit. Salut tout le monde!